Alors, bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de recevoir pour le numéro 83 ou 84, je ne suis plus très sûr, Ariane Doyen. Mais avant de parler avec elle, je vous ai présenté lors de la dernière émission qui a tué Robert Ackroyd, d'un philosophe, Monsieur Bayard. Je vous recommande à tous ce petit livre dans lequel l'auteur arrive à démontrer que Agatha Christie, dans un de ses romans les plus célèbres, qui concluait à la fixation de l'assassin comme le narrateur, s'était trompé de coupable. Et c'est une démonstration absolument hallucinante que je conseille à tout un chacun. Et alors, dans le même registre, mais un peu plus éloigné, j'ai envie de proposer notamment aux professeurs de littérature française une autre approche de la lecture des romans, notamment, et des pièces de théâtre, et même d'autres types. C'est cette pépite, le petit manuel du scénariste de Marc-Olivier Louveau, qui réussit l'exploit de concilier à la fois la théorie et la pratique, et il nous explique comment construire un scénario. En fait, c'est comment construire aussi, ça peut être des pièces de théâtre, ça peut être des romans, etc. C'est absolument fascinant, et il explique surtout quels sont les ressorts narratifs qui fait que le spectateur reste accroché ou bien pas à un film, avec plein d'exemples, etc. Et je vous recommande ce livre qui est vraiment superbe. Il a également d'autres livres, c'est L'accident de vie et le petit manuel du script docteur. Je crois qu'il est en train de réaliser également un livre sur les dialogues, mais celui-ci, je vous le conseille, et je le conseille à tous ceux qui aiment la littérature, parce que vous aurez un regard différent sur les différents livres et romans que vous livrez. Alors, naturellement, à Ariane Doyen, je lui ai demandé les 3 livres qui lui plaisaient, qui l'ont marqué en quelque sorte. Comme c'est une grande lectrice, d'après ce que mon enquête a révélé sur elle. Alors, le premier, c'est Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit. Alors, pourquoi ce livre et qu'est-ce qui t'a marqué dans ce livre? Je trouve que c'est un livre qui se lit à un certain âge, parce que c'est partir à la découverte de sa famille, dans tout ce qu'elle a de plus problématique, en conservant un regard de joie sur cette famille-là. Puis c'est aussi la culture de ses origines. Dans ce cas précis, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a une maladie psychologique et des suicides. Et c'est dans une famille assez bourgeoise, où tout est tu, mais tout est dans l'air. On n'exprime pas, mais tout se sait. Et il y a des similarités dans ce que j'ai pu connaître au sein de ma famille élargie. Et je trouve que c'est magnifiquement écrit. Delphine de Vigan est vraiment quelqu'un qui a une plume juste superbe. Elle glisse avec les mots, avec une douceur, et rien n'est agressif. Tout est exprimé avec une infinie douceur et beaucoup d'amour. En tout cas, tu me donnes envie de la découvrir. Je ne la connais absolument pas, absolument pas. Alors là, il y a un livre que beaucoup de monde connaissent, beaucoup de monde ont lu, peut-être pas tout. Anna Karénine de Tolstoï. Alors, moi, je suis un fan de Dostoïevski, je connais très peu Tolstoï. Alors, qu'est-ce qui me vaudrait de lire ce livre que ma femme Béatrice Riant adore, et qu'elle a lu, Anna Karénine? Pourquoi Anna Karénine? Parce que ça, c'est un... Bon, alors, j'ai lu ce livre, je dirais, vers 25 ans. Je pense qu'il faut aussi... Il faut être pas trop vieille, mais pas trop jeune non plus. C'est forcément... C'est un livre pour une femme, et je comprends que ta femme puisse l'aimer, parce que elle décrit la femme dans tout ce qu'elle a de passionnel, au-delà de la culture russe qu'elle démontre, où tu vois évoluer vraiment cette société aristocratique russe. Tu vois toute cette évolution de la passion chez la femme, avec son contraste qui est chez Kitty, la femme sage, etc. Et cette folie que seule, à mon avis, la femme peut connaître quand elle est amoureuse. L'homme, il est amoureux, mais il y a quelque chose tout le temps de rationnel. Quand une femme vient follement amoureuse, il n'y a plus de limite. Et je trouve assez exceptionnelle cette façon qu'a Tolstoï de mettre en évidence à la fois cette passion amoureuse, à la fois
l'aspect historique de l'époque et à la fois la mise en exergue de la société aristocratique russe. Et ensuite, alors, c'est Maurice Druon, bon là c'est les œuvres complètes, c'est l'auteur notamment des Rois maudits, hein, qui a dû paraître en série TV aussi, il me semble. Ça, je sais pas. Alors, pourquoi les Rois maudits? Alors, jeune, ça c'est mon enfance, jeune, on avait un papa qui exigeait que nous lisions beaucoup, donc on devait présenter des livres petits. Et moi je voulais pas faire comme ma soeur qui a choisi Alexandre Dumas, donc je lui ai dit, ben, je prends ça. Et j'ai adoré. J'ai adoré parce que il y a quelque chose de politique, il y a les intrigues, il y a l'amour, il y a les déceptions. Et j'ai découvert l'histoire, une partie de l'histoire, puisque ça retrace, si tu veux, entre la mort des Templiers et la guerre de Cent Ans, un petit peu toute l'histoire de la France de cette époque-là, avec les différents rois qui se sont succédés, et on passe des Capétiens aux Valois. Donc voilà. Tu as un petit point commun, ça va te faire sourire, avec deux de mes précédents interviewés, qui sont Christian Constantin et Oskar Freisinger. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup brocardé ces deux personnes sur l'index pour différentes raisons. Et puis tu as eu le droit également à quelques critiques, on va dire caustiques, sous ma plume. J'introduis ça pour dire comment tu as vécu ce moment où tu as été en quelque sorte appelé par Oskar, en sachant ce qui véhiculait à la fois son personnage public, disons, clivant, en utilisant un terme prudent, et puis ce qu'il est dans le privé, comment on le connaît dans le privé, etc. Comment toi, tu as géré ce problème-là dans une fonction qui est quand même publique? Alors, tu parles de la fonction publique? Oui, alors, il faut que tu saches que j'ai commencé la politique il y a très longtemps. Donc, cette rencontre avec Oskar, elle est venue par après, en définitive. Et puis, ça s'est fait de manière naturelle. Jamais dans ma vie, je me suis posé la question, je choisis quelqu'un en fonction de ce qu'il peut m'apporter ou des conséquences. Non, moi, je voyais plutôt dans le fait que ce rapprochement avec Oskar Freisinger, clivant, voilà, disons, clivant public. Comment toi tu as géré ça individuellement? Parce que je pense pas que ça devait être ça tous les jours. Non, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce que tu connais l'être ami, qui est pas tout à fait le même que l'être politique. Et forcément, toi, tu es automatiquement associé à cet individu et tu n'es associé qu'à l'être politique. Donc, tu perds des amis. Est-ce que toi, par exemple, tu fais une différence, disons, puisque tu l'as connu, on va dire, dans le quotidien, etc., tu arrives à faire cette différence entre l'homme politique et l'homme personnel? Absolument. Ouais. Oui, il y a une différence. La politique, il y a quand même du show. Oui, il est... Mais tu étais consciente au moment où... Non, tu n'es pas conscient au début. Tu es conscient quand on te touche, quand on commence à te faire des remarques, quand les gens peuvent être blessants, ou alors quand on le fait simplement remarquer et tu vois un petit peu ce qui se passe. Mais sinon, au début, tu n'es pas vraiment conscient de ça. C'est quelqu'un qui t'est proche, qui évolue, tu évolues avec ou pas, ou tu es d'accord ou pas, mais tu t'aperçois pas au début, tu prends des gifles après. Il y a quand même un acte que tu as posé qui est, je crois, assez fort dans le Valais qui est le nôtre. Je vais utiliser un mot, peut-être ça te rappellera des souvenirs, canine. Oui. Pourquoi tu peux peut-être expliquer pourquoi je te lance du côté de canine maintenant? Je pense que tu me lances du côté de canine parce que c'est... Peut-être juste dire à ceux qui ne sauraient pas... Canine, c'est un roman qui a été écrit par Oskar et sous pseudo. C'est Janus, si j'ai bonne mémoire. Et c'est un roman que j'ai fait étudier à mes élèves de 3e année du cycle d'orientation. Comme professeur? Comme prof.
Mais à l'époque... Est-ce que déjà, peut-être juste résumer Camille, de quoi il s'agit? C'est l'affaire du Kilouka, avec mise en scène, mais ce livre, si on connaît un peu l'histoire valaisanne, laisse un peu sous-entendre qui est qui et qui a fait quoi ou qui n'a pas fait quoi. Évidemment, celui qui ne connaît pas un petit peu les rouages de la société valaisanne ne peut pas avoir conscience de qui a fait quoi et qui est qui. Mais à l'époque... On peut dire que c'est déjà, puisque j'ai pris le petit scénariste au départ, il y a un discours narratif, disons, à la fois caustique et accusateur d'un certain cheminement procédural et de l'enquête, etc. On peut dire ça comme ça. Hein. Oui, tout à fait, tu peux tout à fait dire ça. À l'époque, je ne savais pas que c'était Oscar. Mais je trouvais, je me dis tiens... Donc au moment où tu as décidé d'étudier, tu ne savais pas? Non, d'accord, ok. Je ne savais pas. Mais on me l'avait conseillé à l'intérieur des milieux que je connaissais. Je ne sais plus, honnêtement je ne saurais plus te dire. Mais si Oscar me l'avait conseillé, je l'aurais pris parce que je trouvais un livre intéressant sans savoir que c'était lui, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a intéressé dans le livre? J'aimais bien les polars. Je trouvais que ça allait vite. Je trouvais que c'était valaisan. Enfin, valaisan, ça faisait partie de la société valaisanne. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer ça avec les élèves parce que ça va leur plaire. Ils aiment déjà peu lire. En tout cas, l'équipe que j'avais à l'époque aimait peu lire. Je me disais, peut-être c'est un polar, ils vont aimer. Et puis, ça va vite. Donc, c'était vraiment ce type de critères-là. Bien sûr, on en a fait reproche plus tard. Hein. Oui, peut-être qu'on viendra, je ne sais pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, alors vraiment, c'est quelle a été la réaction des élèves? Ils avaient quel âge déjà à cette époque? Troisième année, je dirais 14-15 ans. 14-15 ans. C'est quoi la réaction moyenne enfin, de l'élève? Ils ont aimé. Ils ont aimé. Ils ont vraiment aimé. Puis ils avaient un jugement sur ce narratif qui était... Non, parce que le but, c'était pas tu vois, de focaliser sur est-ce que tu es capable de voir au-delà de... C'était vraiment de leur faire apprécier la lecture. Et puis, si tout à coup, il y avait une étincelle... Donc, au premier degré, on peut dire que c'est un truc à accrocher. Oui, alors vraiment. Mais est-ce qu'après, on a discuté du contenu et du sous-texte, etc. Ça nous a amené à discuter de l'affaire Lucas. Beaucoup de l'affaire Lucas, avoir une interprétation avec un peu plus de recul. Est-ce que c'est... Ils se sont posés quand même des questions, est-ce que c'est possible qu'on retrouve un enfant comme ça, dans cet état-là, etc. Il y a eu ce type de réflexion, ça a amené une réflexion. Après, moi, je te dirais qu'un livre, tu peux le faire passer, ça dépend passablement aussi de l'enthousiasme que toi, tu mets à présenter le livre chez... Mais c'est pas indifférent pour un professeur de choisir tel ou tel livre, donc d'un côté, ça t'a aussi marqué. Enfin, il y a quelque chose qui a résonné en toi, qui a fait que tu as proposé cette lecture. Oui, parce qu'il y a aussi chez moi des choses qui semblaient peu crédibles et qui sont encore peu crédibles. Dans l'affaire Lucas, tu vois, c'est quelque chose qui reste en suspens. Mais est-ce que disons moi qui connais bien cette affaire, j'ai envie de dire, tu as des doutes sur Rocky ou qui est le chien? Tu as des doutes? Oui, bien sûr. Mais des doutes, parce que moi j'ai pas de doute. Moi j'imagine mal, oui, moi j'ai aucun doute. Moi j'imagine mal qu'un chien puisse en arriver là, tu vois. J'ai eu des animaux, j'ai eu des chiens, ça reste compliqué pour moi. Voilà. Je ne dois pas le dire, mais et ceux qui ont été blessés par des chiens notamment, ils ont la même réaction. Hein. Ils disent que c'est totalement, disons, pour prendre un mot très poli, farfelu. Voilà, alors je partagerai cette opinion-là. D'accord, ok. Et puis, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à répondre favorablement à cette demande, en réalité, de changer de parcours professionnel quand tu es allé au département? Bon, alors, c'était déjà, ça devenait un petit peu compliqué au cycle d'orientation, pas avec les élèves, pas avec les parents. Tu vois, il y avait peut-être ce que tout le monde sait, il y avait à la fois la politique, et il y avait à la fois des choix personnels, d'ordre religieux ou spirituel. Et je pense que j'ai pris à quelque part l'opportunité, on va dire, de voir autre chose, de souffler un peu. Tu vois, c'était ça. J'adorais et j'adore toujours enseigner.
c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment aimé. On ne peut pas imaginer comment ce rapport à l'étudiant, c'est vraiment. Mais donc ça ne devait pas être facile à un moment donné de quitter ça. Non, c'était pas facile. Et je vais t'expliquer, je me rappelle être arrivée au département comme collaboratrice scientifique et je vois encore mon mari qui me disait « Marianne, toi, tu n'as jamais connu autre chose que la salle de classe. Sors un petit peu de la salle de classe, va travailler, va timbrer, puis tu verras ce que c'est que le vrai boulot. » Et c'était des... C'est incroyable, non, pour moi ça me dépasse parce que, entre parenthèses, j'ai vécu avec 2 professeurs et les gens ils ne se rendent pas compte, le travail, en tout cas si on est sérieux, etc., le travail qu'il y a hors classe, rien qu'au niveau des corrections, je pense que moi par exemple, personnellement, je n'aurais pas supporté ça. Je n'ai pas la mentalité déjà du correcteur, mais celui qui veut vraiment corriger des travaux de rédaction, etc., mais c'est incroyable, on ne se rend pas compte le nombre d'heures qu'il y a, ou alors on fait ça à la va-vite et sans intérêt. Je pense que ce qu'il voulait dire c'était les soucis que tu ramènes de la cour de récréation, en fait c'était ça, ou les problématiques que vous soulevez en salle des maîtres, parce que des fois quand on arrive à la maison, on est là, on brasse un peu, il avait l'air de me dire, je pense qu'il voulait me dire, c'est écoute, c'est des petits problèmes de l'existence. Il ne faisait pas référence au travail en soi, tu vois, il ne faisait peut-être pas, j'imagine à l'époque. Oui, mais j'ai envie de dire, ok, mais j'ai envie de dire, alors là c'est dans toutes les professions la même chose. Je ne vois pas qu'est-ce que ça change, par exemple, d'un architecte, d'un avocat, d'un médecin. Ouais, mais tu entends souvent cette réflexion. Tu vois, combien de gens qui disaient les profs c'est facile, vous avez tant de vacances. Mais ça, c'est une méconnaissance. Alors, sans doute que c'est une méconnaissance de sa part aussi, tu vois. Ça, on pourra en discuter avec lui. Donc, je suis arrivée, et je te promets, je suis arrivée, je me suis retrouvée dans un bureau avec une pile de dossiers. Parce que déjà... Le premier jour, j'arrive. Il y a déjà le contact. La différence au niveau contact, au pluriel, ça, c'est déjà incroyable. Hein. Être dans un bureau ou être avec des gens, c'est déjà quelque chose de tout à fait il faut que tu prennes le contexte. Hein. Le contexte, il n'était pas spécialement favorable. Hein. Il n'était pas favorable à Oscar. Il m'était donc pas favorable. Hein. Donc, tu changes de toute façon d'un contexte où, à quelque part... on n'est pas forcément d'accord avec tes idées, que tu dois de moins en moins exprimer pour être tranquille et pouvoir faire ton travail correctement. Puis tu arrives dans un autre contexte où finalement ton grand chef n'est pas forcément le bienvenu, on va dire les choses comme ça, ou bien perçu. Et toi, tu n'es à quelque part qu'un prolongement de cette vision qu'ont les gens d'une personne qu'ils méconnaissent dans le travail. Donc, on ne va pas t'aider hein, au début. Donc, je me rappelle être arrivée dans un bureau avec des dossiers. Voilà ce que tu dois faire. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit non, je crois que j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Je me rappelle avoir dit ça, non, je crois que je me suis trompée. Il m'a dit, mais Ariane, t'as voulu. Maintenant, t'assumes. Mais aujourd'hui, avec le recul qu'on a, tu pourrais dire que ce premier jugement, il était plutôt correct. Ou bien tu te dis non, c'est pas du tout un regret, j'ai passé à travers une expérience de vie qui fait que voilà, ça a été celle-ci et c'était mon chemin. J'ai pas de regret d'avoir travaillé au département parce que j'ai appris énormément de choses. Vraiment, et puis finalement j'ai connu des gens qui étaient vraiment, que je garde dans mon cœur si tu veux. Mais si j'ai un regret aujourd'hui, en tant que... c'est peut-être d'avoir fait de la politique, ouais. Si tu veux savoir. Ouais. Alors j'ai reçu Rémi Inalban, et ça me permet de faire le lien, parce que lui, il est arrivé à la conclusion que par rapport à ce qu'il voulait essayer de véhiculer comme amélioration de la société dans le champ de la santé, c'était bien. Alors moi, le rapprochement que je fais, et puis ouais, j'ai envie de dire à ceux qui sont des autres partis, notamment les partis qu'on appelait à un moment donné de gauche, là c'est une petite brocardise vers la France, parce qu'on ne sait plus très bien où est la gauche et la droite, mais à part ça, les gens qui étaient, on va dire, dans le champ chrétien social, socialiste, écologiste peut-être, avec plus d'accent a priori dans le champ de la santé, des crèches, etc., j'ai envie de leur dire que justement peut-être une des forces de la démocratie
suisse, c'est qu'il y a des gens qui viennent de partis de droite, ce qu'on appelait de droite, d'extrême droite, enfin, de centre conservateur, qui peuvent être intéressés par les choses sociales. Mais évidemment. Et là, déjà, j'ai envie de dire à ces gens-là, mais pensez ça. On peut avoir des idées totalement différentes, par exemple dans le champ de la migration, et avoir un intérêt pour des professions sociales. Alors, moi, j'ai envie de te dire, ouais, comment tu vends ça, parce que finalement, en étant de droite, d'un milieu conservateur, etc., comme Rémi Nalban, qui va découvrir ce que peut être le chemin politique, comment vendre finalement aux amis de gauche, parce qu'en fait on est tous citoyens suisses, cette idée qu'on peut être de droite, etc., en caricaturant de temps en temps, on dit voilà, c'est la droite sociale, etc. Tu vois je vois ce que tu veux dire. Celui de droite, pour toi, caricaturellement, il pense finance, bénéf, liberté économique et exactement. Et on va dire que s'investir dans le champ social, la crèche, l'éducation, c'est une perte de temps, etc. On se dit laissons ça à d'autres, voilà. etc. Voilà. Avec tous les problèmes voilà, que ça implique. Exactement. Mais parce que, en tout cas, alors à titre personnel, je pense que si on veut, bon, je pense pas que je suis une économiste, moi j'étais entrée en politique pour effectivement des choses plus sociales, en l'occurrence, c'est paradoxal. Hein. Je pense que si tu veux qu'une société fonctionne en termes économiques, si on prend que l'économie, tu dois t'occuper de l'éducation, tu dois t'occuper du social. Parce que si tu t'occupes de l'éducation et du social, tu fais en sorte qu'il y ait une modification de la société pour un mieux, donc pour une meilleure économie. Tu vois, c'est des choses qui s'imbriquent. Moi, je pense qu'au seuil de toute société qui fonctionne, il y a l'éducation. Et c'est du champ, si tu veux. Les gens qui n'ont pas de vision, excuse-moi, je ne veux pas être insultante, penseront que ça c'est du domaine social. Mais non. On devrait pouvoir marcher dans la main dans la main. Je pense que je suis vraiment une idéaliste déçue, tu vois. Vraiment. Là, je le dis sérieusement à tout le monde, je pense que l'index, depuis le premier jour, et moi depuis très longtemps en tous les cas, je dis que les investissements massifs, si on doit les faire, de manière vraiment massive, c'est dans l'éducation. C'est quelque chose qu'on doit, je pense que Ariane Doyen et moi-même, on va se rejoindre là-dessus à 100%, etc. Mais l'idée que je veux aussi essayer de faire transparaître en quelque sorte, c'est le fait qu'il est important que dans tous les champs, l'économie, et on va dire le social, pour prendre deux pôles qui sont très, a priori opposés, que des gens qui ont des philosophies soit économiques, soit sociales totalement différentes, s'intègrent à l'autre aspect. D'accord. Et je pense que c'est quand même une force c'est une force de la société suisse. Quand on voit ces désintégrations à nos trucs, nous, on a réussi une sorte de fiction comme ça. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que quand Mathias Renard, il dit l'humain d'abord, eh bien, j'espère qu'immédiatement il se dit, dans cet humain d'abord qui est dans son service d'action sociale, eh bien, il aura aussi des gens qui ne partagent pas notre position sur un tas de sujets. Et j'ai envie de dire à ceux qui sont du côté de la droite économique, je dis par exemple, la même chose à l'envers. À l'envers, j'ai envie de dire à Philippe Dantermo, eh bien, à côté de toi, tu dois avoir des gens qui ont un regard qui sera différent du tien, parce que c'est ce genre de réunion qui fait notre force, peut-être. Alors, je pense que ça a tendance à disparaître. Et tu as une... Je pensais, si tu me permets, je pensais, tu vois, je disais à mes enfants dernièrement, je disais, il y a 20 ans, 30 ans, tu pouvais tout dire. Tu prends je pensais aux inconnus, en l'occurrence là, tu vois, je pensais aux inconnus à Coluche, etc. Je ne suis pas sûre, aujourd'hui, on ait la même liberté, et ce dont tu dis, je ne suis pas sûre que les gens aient envie de s'entourer de quelqu'un qui ont des idées différentes des leurs. Parce que ça oblige à une remise en question systématique et à devoir travailler en conséquence. Alors, on peut se dire, soit on est une société paresseuse,
soit on est une société qui a peur du conflit, soit c'est une société qui n'admet pas que l'autre puisse penser autrement et qui fait l'éloge de la différence tout en ne la considérant pas. Ça, c'est à voir. Mais il y a une vraie difficulté qui est en train d'émerger actuellement quant à ce que tu proposes là. Pour rebondir aussi, mon père donne des cours, et des cours qui sont assez, tu vois, d'ordre spirituel, ouverts plutôt sur le monde social, etc. Et la plupart de ces, on va dire, étudiants sont des gens qui viennent de l'économie. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Donc il y a une petite émergence d'espoir aussi. Tu es aussi mère de famille et tout. J'étais hier avec un avocat, et puis après notre réunion, on a fait un aparté différent, et puis lui, il disait, voilà, c'est un combat de tous les jours, il est peut-être perdu, mais c'est important, c'est comment je gère les réseaux sociaux, les téléphones portables, etc., avec mes enfants. C'est des enfants qui sont en préadolescence déjà, etc. Et il disait que c'est très difficile. Quel choix, toi, tu as fait par rapport à ça au sein de la famille? Il y a eu des règles, pas des règles, etc. Il y a eu des règles. Alors, je pense qu'avant la fin... on va dire la deuxième année du cycle, déjà ils n'avaient pas d'abonnement. Ils ont eu un abonnement à la sortie du collège. À la sortie du collège, après la maturité? Oui, à la sortie du collège. Donc ça c'est déjà un groupe très réduit si on regarde le fonctionnement des jeunes d'aujourd'hui. Mais ils avaient le droit, si tu veux, à partir de la deuxième du cycle, d'être en Wi-Fi à la maison. D'accord. Donc ils pouvaient regarder ce qu'ils avaient envie, communiquer avec les copains, etc. Je veux dire. Mais c'était aussi une façon pour moi de limiter, tu vois, un peu toutes les choses qui auraient pu corrompre leur esprit. Corrompre. Corrompre au sens... on est corrompu partout à peu près. Mais et puis comment ils ont vécu ça par rapport à leurs amis d'école, etc., qui naturellement, pour la plupart, étaient dans une situation différente, puisqu'ils avaient leur téléphone en main à chaque seconde. Ils m'ont jamais fait le reproche, peut-être mon fils maintenant, tu vois, qui est un pro, il aime bien les jeux, les choses comme ça, mais ils m'ont jamais tellement fait ce reproche. Ils m'ont fait d'autres reproches. Pour eux, c'était peut-être que ils me disent mon mari et moi un peu atypique et que pour eux l'intégration dans la société, elle s'est faite de façon un peu plus virulente. Voilà, tu vois, c'est le contraste. Pourquoi virulente? C'est l'opposition. Voilà. Le contraste avec les valeurs transmises et la confrontation à la société, je pense que ça a été assez douloureux. Voilà, où il a fallu pour eux réajuster. On n'est pas parfait en tant que parent, on essaie de faire le mieux, je pense que c'est le métier le plus difficile. Et j'entends quand il me dit ça, je me dis, tiens, là j'aurais pu faire différemment, ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est ça en fait qui a été plus dur que le téléphone, que tu vois, les réseaux sociaux. C'était plutôt. Puis alors, maintenant, ton regard, on va dire, sur, on va dire, à un moment donné, tu as œuvré dans les crèches. Alors, en fait, on va dire, la gauche, comme elle était représentée avant, on dit, mais non d'une pipe, pour intégrer les femmes dans la vie active, il faut absolument avoir des places de crèche. Si on ne les a pas, ben c'est un obstacle, on va dire, masculin fait au fait de ne pas permettre aux femmes d'accéder à des postes à responsabilité, etc. Comment toi tu apprécies ça, disons, ou bien plutôt comment cette perception elle est reçue par les gens, les parents qui placent leurs enfants en crèche, puisque c'est un domaine que tu connais très bien. Alors tu as tout. Est-ce qu'on parle de la femme qui aurait déjà envie de travailler? Notamment. Alors, je pense que l'idéal serait plutôt de développer des crèches à l'intérieur des entreprises dans lesquelles ces femmes travaillent. Parce que quand tu as envie de travailler et puis que tu déposes ton enfant à la crèche, tôt, c'est quand même tôt. Oui, c'est tôt. C'est tôt. Je pense qu'il y a un déchirement et chez la mère et chez l'enfant. C'est difficile, tu sais, quand tu vois une maman pleurer parce qu'elle reprend ses premiers jours au travail, c'est difficile de voir cette maman pleurer. Je pense qu'on devrait plutôt favoriser les crèches à l'intérieur des lieux dans lesquels travaillent les personnes ou des structures d'accueil, ailleurs que délocaliser. Ça permettrait à l'enfant
de savoir que sa maman n'est pas loin, puis peut-être le voir sur le temps de midi. Ça permettrait à la mère d'être sécurisée, de savoir que son enfant est dans le lieu là où elle travaille. Et pour preuve, je favoriserais plutôt ce type de crèche que des crèches de village, des crèches de ville où tu vas, tu dois lever tôt ton gamin, tu vois. Mais alors, je mettrais plus d'argent là-dedans. Voilà, alors je venais aussi naturellement à ce cas-là. Est-ce que le critère, là, les critères, on va dire, sociaux qui sont utilisés dans le financement des crèches, qui sont basés partiellement sur le revenu des parents, il est satisfaisant ou bien pas? Non, mais tu sais, là, je serais éminemment sociale. Hein. Je pense honnêtement, je sais que ça va pas. Donc là, tu serais pour une augmentation des budgets. Oui, clairement. Clairement, en termes de garde, en termes de qualité pédagogique qu'on offrirait aux enfants, en termes de permissivité pour les parents qui ont envie de travailler, parce qu'au moins on sait que la maman qui a envie de travailler son enfant, on s'en occupe bien, on a les infrastructures, on a le personnel qu'il faut, on a des projets. Donc là, il n'y a pas assez, si tu veux. Tout le monde est stressé, tu vois. Les parents sont stressés, les projets pédagogiques, on a... J'exagère. Non, mais je ne crois pas. Moi, je ne crois même pas. Toi, tu fais plutôt partie, on va dire, la famille, c'est important, la mère, le père, etc. Donc, tu vas penser que plus l'enfant est maintenu dans le cadre familial, mieux c'est. Non, je ne sais pas où je veux venir, mais il y a ce sorte de balance, de balancement qui est très difficile à équilibrer finalement. Alors, dans l'idéal, pour moi, mais ça n'appartient qu'à moi. Moi, j'ai préféré que mon époux ou moi nous occupions de nos enfants. Donc on a été très moderne, c'est mon époux qui s'occupait des enfants quand ils étaient petits. D'accord. Dans la mesure où tu peux pas, parce qu'il faut toujours considérer ton désir, l'idée que tu as d'une société et la société dans sa réalité. Dans la société, dans sa réalité, il y a un besoin manifeste. Parce qu'elle est faite comme ça. Il y a des femmes qui veulent travailler, des femmes qui doivent travailler, etc. Considérons ça, alors on doit mettre le max. Parce qu'on doit penser au bien du gosse. Est-ce que cet obstacle à augmentation des budgets, accroissement des budgets, est-ce que franchement, il est lié en quelque sorte à une masculinité exacerbée? Dans le sens, le pouvoir, il est du côté des hommes masculin, et que donc finalement, inconsciemment, et cette idée, non, pas trop de crèches parce que c'est pas mal que près du foyer demeurent nos épouses. Alors je crois qu'on n'en est pas là, je crois que c'est un ordre de priorité. On préfère mettre ailleurs, on pense même plus à ça. Avant, on a pu penser à ça. Je pense que ça a été la démarche qui a précédé celle où on est maintenant. Non mais ça, c'est pas vraiment important. La crèche est vraiment actuellement le parent pauvre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment important. On doit plus se mettre là, on doit plus se mettre là, puis s'il reste, on mettra là. Donc c'est ça un ressenti. Donc en fait, l'augmentation, une définition différente du niveau budgétaire pour les crèches, ça serait un facteur d'amélioration éducatif général. Bien sûr, bien sûr. Si tu peux développer un tout petit peu ou bien? Et c'est comme l'école. Je pense que si tu investis, tu donnes. D'abord, tu exiges aussi. Investissement, ça te permet d'exiger. Donc, ça te permet d'exiger du personnel, ça te permet aussi d'exiger des projets que tu vas mettre en place. Et puis, ça va, exigeant du personnel, tu vas exiger aussi des enfants qu'ils produisent quelque chose de mieux. Tu vois ce que je veux dire en soi. Donc, autant bien dans une crèche que dans l'école, tu fais évoluer la société, tu vois. Et c'est comme ça que je le vois. Est-ce que je m'exprime bien? Non, oui, tout à fait. Parce que naturellement, il y a la question des ressources. À un moment donné, on a un certain nombre de gâteaux, etc. On répartit 8% des dépenses de santé, etc. Franchement, la question que l'on pose aux politiques, à un moment donné, c'est quand même, globalement, sans entrer dans les détails, c'est comment, non pas financer, j'ai envie de dire,
comment répartir différemment le gâteau avec le même ressources financières. Toi, par exemple, politiquement... Donc je mettrais moins. Ben oui, parce que ah non, c'est une vraie question. C'est une vraie question, hein, franchement. Je sais pas, si je suis honnête, il faudrait que... Je sais pas, actuellement, je suis sortie un peu de tout ça. Il faudrait que je m'y remette. Mais est-ce que je serais vraiment pas... Parce que franchement, ce je ne sais pas, j'ai envie de dire que tous les politiques, non, tous les politiques qui sont là, parce qu'on parle par exemple de santé, ils disent, voyons, etc. Mais en réalité, il y a un certain gâteau, un gâteau, et on doit faire des tranches. On doit faire des tranches. Et on voit bien ce qui se passe en France. Donc, est-ce que finalement, notre système de crèche actuel, c'est pas ce juste milieu helvétique, j'ai envie de dire, je pourrais dire, ah, il y a un taux, c'est du noix, et je ne vois n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Ouais, alors on devrait peut-être penser, au-delà des ressources, on pourrait penser les crèches différemment. De toute façon, si on ne le fait pas, il va y avoir un marché privé qui va arriver. Tu le vois déjà sur Lausanne, il y a des gens qui ont bien flairé. Mais quand tu dis dans le champ des entreprises, d'un certain côté, tu demandes à l'entreprise, je ne parle même pas de l'État, mais à des entreprises qui ont un certain volume, de prévoir des lieux avec des gens qu'ils financent eux-mêmes, qui permettent aux mamans d'être plus sécures, plus agréables dans leur travail, etc. Mais quel est le gain pour l'entreprise? C'est comme ça que tu as commencé. Avoir une dame compétente, pas malade, tout à fait, qui n'entre pas moins d'absentéisme, et qui produit. Production, pas d'absentéisme et tout. Est-ce que ça ne vaut pas le coût de peut-être du personnel en plus? On peut dire qu'aujourd'hui en Valais, la réponse elle est clairement tous azimuts, non. Voilà. Et ben, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que si on prend soin de ses employés, ils deviennent plus productifs et plus productifs, et ils font un travail de meilleure qualité qui finalement produit plus, ramène plus aussi. Et je ne peux pas partager cet avis. J'ai vu sur Lausanne des entreprises où il y avait des crèches et moins d'absentéisme. Mais est-ce que finalement, au fond de nous, enfin, au fond des décideurs, on se dit mais finalement c'est chacun qui fait comme il peut, il y a la famille proche, etc. Et puis c'est un peu presque un prétexte symbolique de dire oui, on a d'autres petites crèches, il y a quelques personnes qui vont, pas tout le monde, etc. Est-ce que c'est pas finalement un prétexte politique sans penser? Écoute, mon avis c'est qu'il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision à long terme. Il y a des visions momentanées. Mais il y a le grand problème de notre société actuelle, qu'elle soit valaisanne ou autre, c'est qu'il n'y a pas de grand monsieur ou de grande dame avec une quelqu'un qui incarnerait avec une vision à long terme et qui saisit au moment opportun les choses qui sont justes de faire. Et puis c'est pour ça qu'on se retrouve dans une espèce d'un peu tout, un peu rien. À un moment donné, je pense qu'il faudra vraiment... Maintenant, globalement dit, l'école valaisanne, et on voit notamment par exemple avec les élèves qui arrivent dans le champ universitaire, qui sont bien formés, on a envie de dire que même, enfin à tous les niveaux, j'ai envie de dire, on a bénéficié d'une sorte, c'est pas un système optimal, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais finalement de quelque chose d'assez bien globalement. Il y a des gens qui sont très critiques, qui disent mais non, des pipes, en disant ça tu dis n'importe quoi, parce que, et puis ils vont faire une démonstration. C'est quoi ton jugement finalement global sur ce qu'a été l'instruction, l'éducation, ça a changé les mots encore, en Valais? Alors, je pense que l'éducation valaisanne, on va dire ça, la formation valaisanne, je pourrais parler que de la formation obligatoire, que je connais bien. Je vais te la résumer jusqu'à 15 ans. Je vais te la résumer jusqu'à 15 ans. En 2 mots. 2009, je pouvais faire lire à une classe de 12 ans, 13 ans, l'Odyssée en GF. Donc tu dis aujourd'hui, impossible. Quand j'ai quitté, c'était fini. On était passé à la version... Explique-moi pourquoi. Parce que je pense qu'il y a quand même...
Est-ce que c'était trop difficile d'intégrer tous ces enfants? Est-ce que, comment dire, tu me fais prendre... Non mais, oui, non, je sais pas, mais tout au début de cette émission, je ne savais pas où on en est arrivé, d'accord, j'ai présenté ça. Alors, dans ce livre, à un moment donné, il dit, mais il y a deux récits qui sont complètement différents et qui sont absolument indispensables à connaître pour tous les narrateurs, c'est l'Odyssée et l'Iliade. Donc, on n'a rien préparé du tout, mais là, je vois. Et c'est donc, évidemment, alors, puisqu'elle me donne, lisez l'Odyssée, oui, lisez l'Iliade, oui. J'ai envie de dire. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile, dans le sens que c'est pas ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, oui. C'est pas du TikTok, etc. Non, etc. Hein. Mais tu vois, je me rappelle, dans cette année-là, avoir fait lire ce livre à ces jeunes ados. Et je me rappelle d'une maman qui n'était pas contente, parce que c'était très exigeant, tu vois, comme lecture. Et cet enfant... il a fait quand même son exposé qui était très bien fait. Et c'est en fait, cette maman a rencontré mes parents. Et ils ont dit, mais notre fils au collège, mais il est tellement content d'avoir pu lire ça en avant, il était en avance. Donc je me dis que finalement, c'était bien, c'était juste. C'est un sacré défi. Et il pouvait, si tu n'exiges plus de l'enfant, il ne produit pas. Ce que veut l'enfant, c'est qu'on exige de lui pour être fier. C'est comme la montagne. Tu sais, tu la rôtes pour arriver au sommet. Puis quand tu arrives en haut, tu te dis waouh, il y a quelque chose d'extatique. Et ben, je pense que l'exigence chez l'enfant, c'est la même chose que d'exiger de quelqu'un qui n'a jamais ou peu fait de montagne, de monter jusqu'à un sommet, puis d'arriver en haut et de dire waouh. Mais alors, je reviens à cette question très difficile. On n'a pas de réponse. Mais non, finalement, pourquoi aujourd'hui ce même gamin, enfant, préadolescent, etc., on va le perdre si on lui donne l'Odyssée? Parce que peut-être il y a les réseaux sociaux, peut-être que les priorités dans l'enseignement ne sont plus les mêmes, qu'elles sont peut-être plus scientifiques qu'autre chose, peut-être qu'il y a une dispersion de l'esprit due à tout ce que, justement, nous encore les réseaux, peut-être qu'on exige moins, peut-être que le système est conçu, le système de l'enseignement actuel est conçu de manière à ce qu'on ne veut peut-être pas ça, tu vois, j'en sais rien. Mais finalement, il y a peut-être quelques personnes qui peuvent écouter, qui se disent comme professeur de français, ah, l'année prochaine, tentons l'Odyssée. Bah oui, nous deux, sans nous concerter, on se dit, mais allons-y, etc. Non, ça serait finalement fantastique. Mais tu dois prendre l'Odyssée dans une collection qui est exigeante. Ça veut dire que tu as la Parce que tu pourrais, je pense qu'ils font, tu vois, dans des collections non, mais partielle, je crois. Voilà. C'est ça, c'est la grande différence. Hein, c'est pas... Tandis que quand tu te plonges... Et puis ce qui est assez extraordinaire, c'est quand tu les vois à la fin de la lecture, ils sont entrés dans l'histoire, mais ce récit initiatique, ils le font intérieurement aussi. C'est assez superbe de voir ça chez les enfants. Enfin, je reviens au domaine de la crèche, mais en fait c'est pour tous les groupes sociaux, j'ai envie de dire. Comment on fait pour créer une ambiance qui fait que finalement ça va l'huile oui, voilà, ça va. Les gens, ils vont bien au travail, ils vont pouvoir réceptionner des parents en colère ou bien pas, etc. Comment on crée finalement cette dynamique qui est à la fois d'empathie et de fermeté, j'ai envie de dire, et puis et de rigueur, parce qu'il y a des règlements à respecter, etc. Comment on arrive à faire en sorte que tout ça, dans ce petit... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes non plus, mais c'est un petit groupe de 10 personnes, c'est déjà un groupe. Hein, tu auras toujours un élément ou deux peut-être qui dysfonctionneront, mais ça tu peux travailler avec si la totalité du personnel fonctionne. Moi, j'ai eu un maître en la matière qui, peut-être, ça a été un ancien directeur d'école que j'ai profondément respecté, que j'ai aimé un peu comme un papa, si tu veux, avec toujours, je n'ai jamais réussi à le tutoyer. Il est mort à l'heure actuelle. Et il avait une vision, je crois, assez juste. Il te faisait confiance. Il te prenait, il faisait connaissance avec toi, il te donnait ses exigences, et puis il disait, je te fais confiance, vas-y, tu auras mon soutien en toutes circonstances, voilà. Mais sois juste, ne mens pas,
et travail. Mmh. Et ça fonctionnait. Il a créé une assez grande solidarité, ça a assez fonctionné. Et j'ai assez reproduit ce même schéma dans les endroits où j'ai été. Et je m'aperçois que quand tu laisses l'autre, tu lui dis je te fais confiance. Vraiment, vas-y. Et puis tu peux le faire, tu vas réussir, c'est sûr. Et puis que tu laisses une marge de manœuvre, que tu sais que tu coinces pas complètement la personne, ou tu l'étouffes pas, tu lui dis pas non écoute 5h30, tu n'as pas timbré à 5h30, c'est grave, mais que le lendemain tu sais de toute façon qu'il vient 10 minutes avant, donc t'es pas perdant, t'es gagnant, tu vois, je veux dire à quelque part. Tu lui laisses cette marge de manœuvre, tout à coup il se sent investi d'une mission, tu entends aussi, tu dois être à l'écoute de l'individu, ta porte ouverte, être là, disponible, entendre, etc. Il y a moins de problèmes. Ils font leur taf en fait. Les gens font leur travail. J'ai souvent l'habitude de demander qu'est-ce qui finalement t'a dirigé. Là, je vais distinguer vers le professorat. Est-ce qu'il y a un événement un peu particulier, je pense que ça peut être inscrit dans l'enfance ou dans l'adolescence, qui fait que finalement tu as suivi cette route professionnelle? Oui, alors je voulais être danseuse étoile, juge des mineurs pendant longtemps. Et puis, à un moment donné, je voulais être à la Croix-Rouge infirmière. Voilà, ça c'est un peu. Puis mon père, il me disait écoute, tu vas faire l'Uni. Et puis, tu fais une première année. Ouais, mais j'aime pas ce que je fais. J'avais fait psycho, à Fribourg. Ah, j'aime pas, papa. Tu réussis ta première année. Et puis si tu réussis, bah, tu décideras d'arrêter puis tu feras ce que tu veux. Bah, j'ai réussi. Et tu as continué? Et j'ai continué. Ouais. Voilà. Puis j'avais pas pensé à l'éducation. Et bon, disons qu'en fait psychologie, il peut peut-être quand même y avoir un lien avec le système éducatif. Oui, mais alors j'étais plus dans la clinique, tu vois, parce que j'ai fait hypnose, après j'ai fait... et j'ai toujours, c'est psychologie transpersonnelle, tu vois, il y a toujours chez moi... J'ai jamais quitté cette partie-là. Et je me voyais plutôt en clinique. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que je suis tombée enceinte et mon mari travaillait à Genève. Et à un moment donné, il a perdu son boulot. Et il fallait que... on s'était dit, le premier qui trouve, c'est lui qui bossera. C'était un choix évident entre vous deux? C'est moi qui ai trouvé en premier. Non mais d'accord, mais c'était un choix évident. Finalement, c'est par rapport, on va dire, la norme, si tant est que la norme existe, qu'il y avait cette répartition des tâches qui sont faites naturellement, etc. Aucun problème. Et je peux même te dire, c'était très étrange parce qu'un jour je me suis retrouvée, donc c'est mon mari qui est resté à la maison jusqu'à ce que les enfants aillent à l'école. Et je me suis retrouvée en salle des maîtres, mais c'était horrible. Ça je peux te raconter, je nommerai personne. Et un jour on me dit, c'est un homme qui me dit, mon âge, jeune, hein, donc il me dit, tu te rends compte de ce que tu fais faire à ton mari? Et j'ai dit, et toi tu te rends compte de ce que tu fais faire à ta femme? Et ça a été terminé là. Et je me dis, mais tu te rends compte à l'époque combien déjà, parce que j'ai 53 ans, on va avoir pas 30 ans, tu vois, c'était déjà hyper fermé quoi, pour ça. Maintenant, c'est très ouvert, mais à l'époque, je me disais, mon Dieu, on était censé être moderne, on n'était pas vraiment. Et comme mère de famille, éducatrice, psychologue, etc., avec des enfants qui ont grandi, si tu devais donner un conseil à des jeunes parents qui ont maintenant des enfants de 2-4 ans avec ton expérience, ça serait lequel? Facile de dire ça quand on a été une mère poule, tu vois. C'est un handicap d'être mère poule? Oui, c'est un handicap. C'est un handicap pour la mère ou pour l'enfant? Ou pour les deux? Pour les deux, plus pour l'enfant, je pense. Plus pour l'enfant? Ouais, c'est plus pour l'enfant. Trop de pression sur l'enfant? Oui, c'est trop de pression pour l'enfant. Ouais. Donc là, tu dirais aux mères, laissez-les soyez un tuteur, mais laissez grandir la plante. Il faut lâcher un peu. J'ai cette peine-là et heureusement que je suis accompagnée parce que je pourrais tout faire pour eux, tu vois.
c'est pas adéquat. Peut-être aussi, avant de prendre la décision. Et puis quand tu as pensé que voilà, il y a ce lâcher prise, parce qu'à un moment donné, on est tous confrontés à ce lâcher prise, volontairement ou pas. Est-ce que il y a un fait ou un moment qui te dit, ah tiens, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, qui fait que, ou bien jamais. Non, c'est tes enfants qui te disent, non maman, lâche-moi, attends, je vais arriver, quoi. Ou c'est mon mari, mais quand c'est que tu vas les lâcher? D'accord. Alors, ce qui se passe, c'est que ça, des caractéristiques personnelles. Voilà, j'essaye de faire des efforts, mais c'est compliqué. Bon, et ben, on termine peut-être par un morceau de musique qui te parle et que tu écoutes peut-être régulièrement et auquel on pourrait renvoyer les personnes qui nous ont écoutés. Alors, c'est Jarouski, tu connais? Oui. C'est Alba, c'est... voilà. On va trouver quelque chose de ça. Et puis, Ariane Doyen, merci pour ce moment. Merci à toi.